Dialector est une création informatique de Chris Marker, permettant de converser avec l'ordinateur. Pourquoi on se retrouve ici à Troyes avec vous direct de l'Apple II Fest France. C'est une longue histoire, ça remonte à de nombreuses années. Donc moi, ça fait un petit moment que j'ai travaillé avec Chris Marker, qui est un artiste qui est surtout connu pour son cinéma, qui est un cinéaste culte pour un certain nombre de gens. Il est très représentatif de la nouvelle vague. Il a fait tout un tas de films documentaristes avec des commentaires, des choses absolument magnifiques. Et dès les années 80, il a toujours été un peu geek, et même beaucoup, comme vous allez le constater en découvrant Dialector. Donc c'est un programme qu'il avait codé en basique dans les années 80 et qui montrait aux gens qui venaient chez lui. Donc les gens qui venaient chez lui, c'était Yves Montand, Simone Signoret, des gens assez bien, quoi. Et à qui il faisait jouer ce petit jeu. C'est un agent conversationnel. Donc lui l'avait complètement oublié, remisé, puisque quand Apple a décidé que c'était plus la peine de laisser les gens se servir du code et entrer dans la machine, lui il a arrêté de coder. Il a continué à faire plein de choses multimédia. Il a été un des premiers artistes à être sur son Band Life. Il a fait tout un tas de choses, mais en tout état de cause, cette partie de sa création est totalement inconnue, puisque lui-même ne l'a pas diffusée. Ou alors dans des bribes, dans des CD-ROM, un petit peu sur Second Life, dans un endroit, un musée virtuel qu'il a conçu et dans lequel on peut retrouver des films, des photos et quelques petites applications qu'il s'était amusé à faire. Lui, il se décrivait comme un bricoleur, refusait toute interview, était quelqu'un qui... l'équivalent de Godard, très pote avec Godard, mais qui a refusé toute médiatisation, ce qui fait qu'il est beaucoup moins connu que Jean-Luc Godard aujourd'hui. Et donc le travail qu'on a fait tous les trois consistait aussi à non seulement faire revivre ce programme dont on ne savait pas grand-chose, mais aussi restituer une forme de place qu'on estime à laquelle il a droit, puisque c'est un des premiers codeurs au sens de l'art du code. Et donc dans les pionniers du numérique, il n'est pas encore reconnu à sa juste valeur. Et donc la mise en ligne de Dialector, à laquelle nous allons assister aujourd'hui, est une façon de lui rendre hommage et aussi de lui redonner la place qu'il mérite, enfin que nous on estime qu'il mérite. Pour faire très court, Loz et Agnès sont artistes, moi je suis journaliste. J'ai créé un site sur les cultures numériques qui s'appelle Poptronic, sur lequel Chris Marker intervenait, mais de façon cachée avec son chat. Il faisait des collages et des dessins d'actualité, et son chat c'était Guillaume en Égypte. Donc on était assez complices. Il a découvert Second Life à l'occasion d'un livre sous la direction de Agnès, qui s'appelait Second Life, un monde possible. Et donc évidemment il a plongé dedans à pieds joints, et ça l'a absolument fasciné. Il a discuté longuement avec Agnès, et puis voilà, il y a eu une résurgence des agents conversationnels, des bots, et donc il s'est souvenu de ce programme qu'il avait codé et qu'il avait donc remisé dans un tiroir, et il a adressé à Agnès une disquette 5 pouces 25 en disant bon, je ne sais pas si vous pourrez en faire quelque chose, mais ça m'intéresserait de récupérer le code. Bon, là-dessus, il est mort. Et donc on a entamé une enquête dont va vous parler Loz longuement avant de vous faire une petite démo de Dialector. Ok. À toi. Bon, je vais vous faire un petit diaporama sur Dialector, qui va reprendre un peu ce que tu as déjà dit, donc, qui était Chris Marker, donc c'est le réalisateur de La Jetée. Je sais pas, alors là j'ai pas d'extrait de La Jetée, mais vous connaissez tous, vous connaissez tous le film L'Armée des 12 singes. Et L'Armée des 12 singes est un remake du film de La Jetée. Terry Gilliam, il a été complètement fasciné par Chris Marker, mais Chris Marker étant un cinéaste discret, il a en fait influencé énormément les autres créateurs parce qu'il les connaissait, mais même s'il n'était pas très connu du grand public. Alors donc La Jetée, c'est le film, un des chefs-d'œuvre. Et au niveau anecdote, c'est un film, moi je ne connaissais pas du tout Chris Marker, et dans les
les années 90, j'étais invité à... Enfin, j'étais à un truc qui se passait à la Maison européenne de la photographie et j'ai vu le film vraiment projeté à un cinéma et ça m'avait complètement scotché, quoi. Moi j'étais là, wow, c'est un film génial, extraordinaire. Alors évidemment, quand Annick et Agnès me disent ah ouais, on a un truc sur Chris Marker, etc. Moi j'ai dit ah ouais, tout de suite, quoi. C'est un mec aussi fascinant, ça pouvait que me toucher, quoi. Et aussi anecdote, j'ai rencontré Hélène Châtelain, la fille qui joue là, dans ce film. Donc il y avait toute une histoire. Alors, il n'a pas fait que la jetée, il a fait beaucoup d'essais documentaires, et notamment 2084, c'est un film sur le syndicalisme en 2084, mais on va voir un extrait. Et il a fait une installation très connue qui s'appelle Zapping Zone, qui a été achetée par le Musée d'Art Moderne, Musée d'Art Moderne national, quoi, hein, Musée national d'Art Moderne. Alors là, du coup, je vais vous montrer juste un extrait vidéo, voilà, de 2084. On va pas le regarder en entier, mais vous allez voir, c'est très, il met dans ses films tout cet univers informatique qui est de cette époque-là. Hein. Ah oui, bah le son, par contre, on va pas avoir le son. Je vais peut-être quand même essayer de monter au max. Non. Donc toutes ces animations sur écran à partir de l'ordinateur, évidemment, il le faisait. C'était lui qui les créait. Hein. Il les a intégrés à ce documentaire. Voilà, c'est quelqu'un à dire. On ne voit pas grand-chose. Sinon, j'ai aussi une petite vidéo sur Zapping Zone d'installation. Alors très mauvaise, mais bon, ça me donne quand même un aperçu. Donc là, on voit du matériel vidéo, du matériel informatique, des appels de GS, etc. L'idée, c'était que le flux de la télévision était remixé en direct et pour concevoir sa propre télévision, en fait. Hein. C'était l'idée de réappropriation de la télévision pour tout le monde. Voilà, pardon. Bien. Alors bon, dans ce petit diaporama, j'avais fait un petit topo sur l'informatique dans les années 80 pour expliquer, vous êtes des initiés, mais à des non-initiés, que dans les années 80, on ne pouvait pas faire ce qu'on peut faire aujourd'hui avec des ordinateurs. Donc déjà créer un programme interactif, de faire apparaître de temps en temps une petite image ou du son, c'était déjà multimédia dans les années 80, début des années 80, fin des années 70. Alors après, il a entièrement écrit son programme Dialector en basique, hein, ce qui est quand même, comme vous avez vu auparavant, que j'aime beaucoup. Donc du coup, ça m'a permis de bien, de bien l'explorer. Autrement, alors là, je rappelle justement par rapport au basique, là je le mets en comparaison avec le Python. Le problème du basique, c'est très, comment dire, c'est linéaire, c'est impératif, hein, c'est ça, c'est une programmation impérative, c'est qu'ils se suivent par une instruction après l'autre, et par rapport à la programmation procédurale qui est plus ce qu'on utilise aujourd'hui. Donc ça, c'était aussi une contrainte de plus pour Chris Marker à cette époque-là, en sachant que lui, comme les gens qui faisaient les programmes en basique à l'époque, ils le faisaient sur un Apple II. C'est pas comme ce matin, où moi je fais mon truc sur Notepad, après je le traduis, ça n'a rien à voir. Puis c'était vraiment sur un Apple II, donc c'est quand même un énorme travail. Alors, l'agent conversationnel, c'est comme ça qu'on l'a appelé, le principe c'est de dialoguer avec la machine. Alors évidemment, Chris Marker n'a pas inventé ce truc-là, mais parce qu'il y a déjà eu auparavant, par exemple, Elisa, hein, qui était un petit programme de simulation de dialogue avec la machine. Aujourd'hui, on a Siri. Enfin, c'est quelque chose qui revient tout le temps, hein, dans la culture informatique, la culture cybernétique. Cette idée de la machine est un alter ego, c'est un autre soi-même, etc., etc. Donc, ce qui va nous intéresser dans Chris Marker, c'est la manière
la manière singulière qu'il a utilisée pour aborder cette question-là, justement, de dialoguer avec la machine. Alors, quand on pense dialoguer avec la machine, évidemment, on pense à ce fameux dialogue dans 2001 entre l'ordinateur HAL et l'astronaute qui se trouve à l'extérieur. On passe une petite séquence vidéo. Oui. Ouais. Allez. Je te prie d'ouvrir la porte extérieure A. Je regrette, Dave. Cela m'est malheureusement impossible. Qu'est-ce qui ne marche pas? Je crois que vous savez aussi bien que moi ce qui ne marche pas. Qu'est-ce que tu entends par là, Carl? Cette mission est trop importante pour moi. Je ne puis tolérer que vous la mettiez en péril. Monsieur, ce que Oui, vous preniez dans mais la vous sphère connaissez pour- tous cette scène dans 2001 qui est très c'est un peu un paradigme. C'est-à-dire que tout d'un coup la machine, elle ne veut plus obéir aux humains, elle échappe au contrôle des astronautes, etc. Donc ça crée un dialogue où on est sur un pied d'égalité. Donc, et ça me fait penser que dans le Dialector, il y a aussi cet esprit-là, c'est-à-dire que la machine, pardon, dans ELISA, il s'agit pour le programme de s'adapter le plus possible à l'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur, il poste des phrases et puis le programme détecte dans ces phrases des points intéressants, puis après il essaie de répondre. Il y a l'idée que l'ordinateur s'adapte à l'utilisateur. Tandis que dans Dialector, vous allez voir après dans l'utilisation, il ne s'adapte pas. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue. Parfois, le programme Dialector va même poser des questions ou solliciter l'utilisateur, celui qui est en train d'utiliser le clavier. Donc, c'est vraiment, il y a quelque chose d'un peu conflictuel presque. Pas conflictuel, mais il y a un vrai dialogue. Un dialogue, il y a une part de conflictualité. Voilà, cherchez le mot. Alors, autrement, je continue. Alors, alors là, on rentre dans le code, dans le code en basique. Dans les toutes premières lignes, on a la ligne 0, les premières lignes de 0 à 10, ça va être 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc normalement en basique, on fait plutôt 0, 10, 20, 30. Mais là, peut-être c'était aussi par élégance. Mais ce qu'on va trouver à la deuxième ligne, c'est en commentaire, c'est the second self. Alors second self, on a cherché, etc. Sur d'où ça pouvait provenir, cette idée de second self. Alors l'idée, il y a le livre de Adolfo Biocasaret, peut-être tu peux en parler, Agnès, ça peut se lire. C'est une brève nouvelle, écrite en 40, préfacée par Borges, et en fait il s'agit d'un fugitif qui arrive sur une île et qui tombe amoureux de Faustine, d'une femme qui l'épie derrière un buisson. Chaque jour il arrive et en fait il se rend compte qu'elle dit à peu près la même chose, et puis il y a des réunions avec ce mec, Morel, et en fait c'est l'invention d'une machine. Il se rend compte qu'il y a une machine qui a été inventée et qui reproduit en fait, c'est l'immortalité, qui reproduit la vie, mais après à la fin, si mes souvenirs sont bons, c'est pas qu'une machine, c'est une machine qui reprend la machine qui elle-même, enfin ça n'a pas de fin, c'est une boucle. Donc effectivement, Nicolas, tu es là, premier résident français sur Second Life. On s'en fout de Second Life, on a d'autres, c'est un espace multi-utilisateur. Si, ça existe toujours. Mais maintenant, il y a Minecraft, il y a des trucs vachement mieux. Non, ça continue. Ça continue, et en fait, ça, c'était un peu le livre de chevet de Marker, et ce pourquoi, en fait, il s'est mis à créer une île, un serveur sur Second Life. On a d'autres, maintenant on a Unity, on a des serveurs libres, enfin tu vois, c'était au début, on n'en parle plus parce que au niveau marketing, ils n'ont pas marché forcément, enfin, et on s'en fout, enfin voilà quoi. Et voilà, c'est The Second Self, et il l'a écrit 30 ans avant. On n'est pas dans l'intelligence artificielle, mais on est dans l'utopie de ces doubles vies. Et vous avez quand même oublié de dire que Chris Marker était le bêta-testeur de Roger Wagner d'Hyper Studio. Enfin, ça, on pourra en parler après avec Antoine, qui connaît bien aussi son développeur, La Fonta. Enfin, il y a toute une histoire après pour raconter. Ok. Alors donc l'autre source qu'on a
trouvé, c'est The Second Self, c'est un livre qui a été écrit par Sherry Tuckle, hein, c'est une sociologue qui a bossé au MIT, enfin peut-être même qu'elle y bosse encore, hein, je crois, et qui pose une question intéressante, c'est le rapport qu'on a aux machines, c'est-à-dire qu'on a un rapport humain aux machines. On aime son ordinateur, on lui parle, on a des relations presque affectueuses ou affectives, les enfants en particulier, et ça l'avait beaucoup intéressé. Et les appels de maniaque aussi. Voilà, ça l'a beaucoup intéressé, donc elle a écrit un bouquin là-dessus, justement sur cette dimension affective, hein, qui n'est pas que mentale ou que opératoire, comme une machine. Quoi. Alors autrement, là je passe à la suivante, donc le code lui-même. Bon là évidemment on peut rien voir, hein, mais c'est pour donner un visuel. Il contient 1000 lignes. Bon, je vais vous passer le détail, mais ce qu'il y a, c'est que ça tient pile poil dans les... combien il y a de kilooctets dans un Apple II 60 32 et quelques, laissez quand il y a le DOS chargé, quoi. Il n'y a pas beaucoup. Voilà. Il y a de 800 à 95 FF et encore avec un buffer, donc faites le calcul. Bon, il y a vraiment... Donc, 32K. Voilà, il y a quoi, 32K, un truc comme ça, ou une trentaine. Donc il n'y a pas beaucoup d'espace, et là-dedans il faut faire tenir, à la fois, comme dans ELISA, quand même détecter un petit peu ce que l'utilisateur entre dans le clavier. Il faut ensuite créer quelques petites routes, enfin des petits sous-programmes pour que les réponses soient un petit peu plus ludiques, et aussi contenir, je sais plus, il y a 200, 300, non 700 messages, donc des phrases. Et ça c'est très gourmand, les phrases. Hein. Chaque mot, enfin chaque lettre, c'est un byte. Hein. Donc tout ça, il arrivait à le faire tenir. Donc il a dû vraiment s'amuser à mettre au point son programme pendant de nombreuses heures pour tout faire tenir, que ça fasse à la fois dialogue, parce que dans ELISA, il n'y a pas beaucoup de messages. Hein. Mais là, faire des messages, faire des patterns, hein, donc des motifs de reconnaissance, et en même temps mettre aussi de l'interactivité et du son, parce qu'il y a aussi du son, et de l'image, donc c'est déjà à proprement parler multimédia. Même si, bon, évidemment, au niveau image, on a 3 images, et au niveau son, c'est juste des routines sur le haut-parleur, quoi, donc c'est pas fantastique. Mais moi je trouve, enfin perso, quand j'ai le directeur dans les mains, je me suis dit, waouh, c'est pas mal, quoi, vraiment, on voit qu'il y a un énorme boulot qui a été fait, et puis en plus, je me souvenais écrire du basique sur un Apple II, la galère que ça peut représenter, donc une forte motivation, une passion même. Hein.